Hello, bienvenue dans cette vidéo de Grow in Public, un premier épisode de cette série de vidéos. On va documenter l'aventure de FrameUX sur ce nouveau canal d'acquisition qui est le SEO. Donc dans la vidéo précédente, Grow in Public 0 du coup, j'avais annoncé qu'on lançait un nouveau canal d'acquisition qui est le SEO. Je t'invite à revoir cette vidéo si tu veux comprendre le pourquoi du comment. Donc, comment on va faire cela? Plus que nous, on n'est pas expert SEO, hormis la partie technique qu'on maîtrise, on a décidé de se former. On a pris la formation de Victor Da Silva, qui est le Head of SEO de Bulldozer, donc une machine de guerre. Et sa vidéo sort bientôt, je mettrai le lien en description lorsqu'elle sortira. Donc voilà, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Sur la partie SEO, donc avant de se lancer tête baissée en fait dans cette stratégie et ce lancement de cette partie SEO, on va expliquer ce que c'est le SEO très rapidement. Après, je te laisserai faire tes recherches pour aller plus loin, car moi je suis encore débutant dessus, donc pour l'expliquer, il y a des experts bien meilleurs que moi. Mais globalement, comment ça marche le SEO? Donc j'ai pris une définition sur le moteur de recherche qui l'explique très rapidement. Le SEO, Search Engine Optimization, signifie en français optimisation pour les moteurs de recherche. Ce terme définit l'ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer la position d'un site web sur les pages des résultats de recherche ou la SERP. Donc voilà ce que c'est le SEO. C'est fait par les entreprises qui sont des moteurs de recherche comme Google par exemple. Donc eux c'est une entreprise, donc leur but c'est de faire de l'argent. Donc quel est l'intérêt pour Google quels sont les intérêts de Google? Eux, leur but sur les moteurs de recherche, c'est de donner les meilleures réponses aux intentions de recherche des utilisateurs. Lorsque tu vas taper, je sais pas, agence Webflow à Lyon, c'est d'avoir le contenu le plus pertinent qui réponde à cette intention de recherche. Pourquoi? Car l'utilisateur, s'il est content et trouve l'information qu'il souhaitait, il est content et il va revenir. Donc ça crée de la rétention sur leur outil, donc sur le moteur de recherche. Et via la rétention, donc qui est des utilisateurs qui reviennent à chaque fois, on va pouvoir leur montrer de la publicité et donc faire de l'argent. C'est le business model de Google. Et pour faire cela aussi, Google, pour réduire ses coûts, ils essaient d'avoir le coût informatique le plus bas, donc que les résultats de recherche chargent les plus rapidement possible, pour améliorer leur rentabilité, tout simplement. Donc leur but à Google, c'est faire de l'oseille. Donc pour ça, ils ont mis des critères de recherche, qui sont plus ou moins le SEO, si je vulgarise fortement. Tapez pas dessus les SEO experts. Donc les critères pour bien performer en SEO, les classiques, c'est trois gros piliers du SEO, donc le pilier on-page, off-page et technique. Pareil ici, je te laisserai aller voir sur Google pour te renseigner plus en détail sur ce que c'est globalement ces piliers. Mais très rapidement, les piliers, c'est le pilier on-page, donc le pilier plus du contenu. Le but ici, c'est de créer du contenu qui va indiquer à Google qu'on répond aux intentions de recherche des utilisateurs via des articles de blog, des pages transactionnelles ou autres. On y reviendra plus tard, mais du contenu de qualité qui répond à ces intentions de recherche. Le pilier off-page, donc celui de l'autorité, ta street cred en fait sur Google, plus ou moins. Donc le nombre de sites qui va parler de toi, qui va rediriger avec un lien en fait vers ton site web. Pourquoi? Ça va accroître ton autorité dans le domaine, dans le domaine donc de ta thématique, par exemple nous la création de sites web sous Webflow. Donc si on a des sites web qui parlent de nous, qui sont des agences digitales, Webflow lui-même ou choses comme ça, ça augmente la confiance de Google envers nous, ça assoit notre expertise sur le domaine. Et enfin le pilier technique, car on l'a vu avant, Google il veut sortir le résultat de recherche le plus rapidement possible, donc d'avoir des bonnes perfs techniques, donc des Core Web Vitals, on va y revenir plus tard, performantes. Donc voici vraiment pour la partie très théorique du SEO. Avançons, mais avant de se lancer en fait dans une stratégie SEO pour ton entreprise, simplement, il faut d'abord analyser est-ce que tu as un potentiel SEO. Car si tu n'as aucun potentiel, tu vas faire une stratégie, mais tu n'auras pas de trafic et tu généreras pas de rendez-vous, d'argent ou ton objectif de conversion sur ton site web. Donc ça sert à rien. Donc comment définir ça assez rapidement? Tu fais une analyse rapide du marché, tu vas analyser 5 à 10 mots-clés transactionnels. C'est quoi un mot-clé transactionnel? C'est un mot-clé qui va te permettre de convertir ton client. Simplement, nous par exemple, ce serait, je sais pas, agence Webflow à Lyon, car la personne qui recherche ça recherche une agence spécifique pour créer un site web, créer un site web et préférence niveau local à Lyon, j'imagine. Donc il va y avoir potentiellement un acte d'achat derrière. Donc c'est un mot-clé transactionnel. Pour faire ça, tu vas voir s'il y a des concurrents déjà positionnés sur le marché tout simplement. Donc tu vas taper des mots-clés que tu penses être transactionnels, t'en recherches plein, tu vois ceux qui sont s'il y en a qui sont pertinents, 5 à 10 mots-clés. Donc il t'analyse après certaines données. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme SEMrush ou Alloscan pour analyser ces données. Si je mets ici l'écran où je reprends agence Webflow Lyon par exemple, tout un tas de données qui vont être intéressantes à analyser là-dessus. Donc, niveau des données intéressantes, justement, tu as le keyword difficulty, donc la difficulté à se positionner sur ce mot-clé. Si tu entre 20 et 30, c'est qu'il y a une opportunité SEO dessus, tu vas pouvoir avancer dessus. Bien sûr, si je simplifie, si c'est plus élevé, c'est plus compliqué à aller se positionner dessus. Tout dépend aussi de tes ressources que tu vas mettre en place.
S'il y a un score CPC ou non présent, donc un coût par clic, ce qui est utilisé en ads, donc s'il y a beaucoup de publicité payante ou pas dessus, s'il y en a beaucoup avec beaucoup d'entreprises, ça va être plus compliqué de se positionner forcément sur ce mot-clé. Et derrière, la SERP, donc sur le moteur de recherche, est-ce qu'il y a beaucoup de volume de recherche sur ce mot-clé ou non? Ici, par exemple, Webflow Lyon, tu mets ton mot-clé, tu mets outils et tu vois le nombre de résultats de recherche, ici 23 500, qui est encore assez correct. Donc voilà pour le potentiel SEO. Ici, j'ai mis un exemple, on l'a fait sur plus d'une dizaine de mots-clés pour notre part. Ici, je t'ai mis quelques exemples, ce que m'a sorti SEMrush. Bon, celui-ci est un peu plus marrant qu'autre chose, car c'est refonte site web Webflow, agence no-code. Donc agence no-code, ça va être un concurrent qui fait aussi des sites web sous Webflow. Donc c'est plus un mot-clé lié à la brand, c'est pour ça que je l'ai laissé ici, qui est lié à la marque. C'est-à-dire ici, l'utilisateur a une requête très spécifique, il sait déjà qu'il veut travailler avec agencenocode.com, ce qui est logique. Par contre, il y avait un gros volume, donc parfois il peut y avoir des erreurs, je pense, sur SEMrush. Ici, le volume me semble très gros mensuellement, 590 recherches à peu près, avec un keyword difficulty de 3, un CPC 0, donc pas d'ads, et une SERP avec très peu de résultats, donc là, ce serait vraiment un go sur ce mot-clé. Après, celui-ci, je pense qu'il y a peut-être des données qui sont un peu factices, je pense. Sinon, c'est possible aussi, dans ce cas, go se positionne. Hop. Ici, un autre type de mot-clé qui est un comparatif, connu dans l'écosystème Webflow, Webflow vs WordPress. Ça peut être intéressant car ça peut être une personne qui hésite à partir de WordPress ou hésite à faire son site web sur un CMS, c'est pas lequel choisir. Donc ça peut être potentiellement transactionnel. Ici, on voit un volume en France de 160, un KP de 9, un CPC très faible et une SERP avec 14 000 résultats de recherche en France, par contre 2 millions dans le monde car c'est logiciellement mondiaux. Donc il y a aussi une opportunité sur la partie français ici. Et enfin, le dernier, celui que j'ai montré, agence Webflow à Lyon, pareil, un volume intéressant quand même, 170 de volume par mois, un KP un peu plus haut, 18, mais encore correct, un CPC un peu plus haut aussi, un 82, et à peu près 20 000 résultats dans les moteurs de recherche. Donc nous, ici, avec ces trois exemples, on a fait une dizaine d'autres. Il y a un potentiel SEO, donc pour FrameUX en tout cas, c'est intéressant d'avancer. Donc on lance la partie SEO. Avant de créer sa stratégie SEO, de créer sa stratégie SEO, tout simplement, on va analyser l'existant. Nous, on a un site. Si t'as pas de site, tu vas direct dans la stratégie en analysant les concurrents et lançant ton plan. Nous, on a déjà un site, donc on va analyser l'existant, ce qui a été fait ou non. Nous, comme je l'ai dit, on n'a pas lancé de SEO à part la partie technique qui a été faite proprement au niveau des performances. Donc, il n'y a pas grand chose en données, mais ici, le but, c'est de te montrer qu'est-ce que tu peux analyser, toi, sur ton site. Donc, on peut analyser plusieurs piliers: l'analyse du trafic de ton site organique, les positions, les mots-clés que tu as déjà, l'autorité et backlink, la structure de ton site, le maillage interne et la partie technique. Donc, on va voir ça étape par étape. Niveau de l'analyse du trafic, nous, sur FrameUX, on a à peu près 50 visiteurs organiques par mois. Donc c'est très faible. Ici, je parle bien de visiteurs organiques, donc liés via le SEO. Donc des gens qui tapent sur Google un mot-clé qui est lié à nous, ou qui tapent FrameUX par exemple. Et justement, 28% de ces recherches organiques sont liées au nom de marque. Donc les gens qui ont tapé FrameUX. Donc ici, c'est intéressant à analyser car en fait, ça fait pas partie du SEO, c'est du marketing, c'est de la brand, c'est du nom de marque. Les gens le connaissent déjà. Donc ce serait 50 moins les 28%, la vraie partie qui est liée au SEO ici pour nous. Donc après, analyser si toi tu as des trucs à 80%, en fait, c'est que tu as beaucoup de trafic via le marketing, mais très peu via le SEO. Donc voilà, ça à prendre en compte. Mensuellement, le mois dernier, on a eu un lead via le SEO, via un mot-clé qu'on ne pensait même pas qu'on était positionné dessus, donc c'est intéressant aussi, on l'a noté dans notre liste. Et on a un trafic de 17% sur mobile et 83 desktop. Généralement, je suis plus sur mobile. Sur d'autres types de business, nous, c'est très lié au desktop. Donc là-dessus, ça dépend un peu des business. Ici, voici un screen de notre Google Search Console. Donc, analyse notre trafic lié au SEO depuis longtemps. Ici, je l'ai mis sous 12 mois. On voit qu'il y a une augmentation, c'est très faible, mais on voit qu'il y a une augmentation ici en décembre. C'est parce qu'on a fait une refonte du site en décembre 2024, avec pas d'analyse SEO, mais des revues des perfs techniques et du contenu aussi. Donc voilà pour la partie trafic. Tu peux le faire sur ton site web, il y aura sûrement plus de données si tu as déjà mis plus de contenu. Ici, au niveau des positions et des mots-clés, donc nous, 80% du trafic, c'est via notre home page. On n'a aucune position SEO hormis notre nom de marque. Et justement, j'ai fait un export SEMrush pour te montrer tout ça. Donc ici, tu vois l'export SEMrush où il y a tous nos mots-clés. Il a passé notre site, il l'a crawlé, il a tous nos mots-clés. Tu peux aussi faire via Google Search Console cet export. Et tu vois bien qu'effectivement, les requêtes les plus fréquentes, c'est nos noms de marque, FrameUX, celles qui enregistrent le plus de clics. Donc on n'a vraiment rien en SEO au niveau des mots-clés actuellement. Donc voilà. Donc ce qu'on pourrait faire sur cette partie déjà en quick étape, en quick analyse de ces éléments, ce serait optimiser nos pages transactionnelles car les mots-clés ressortent pas. Exemple sprint landing page,
et migration Webflow, et se positionner sur des mots-clés transactionnels, informationnels. Et ça, bien sûr, on le verra lors du plan, lorsqu'on analysera les mots-clés sur lesquels on veut se positionner tout simplement. Prochaine étape, la partie autorité et backlink, donc plus le SEO off-page, comme je mentionnais au départ. Nous, on a une autorité de domaine de 8, c'est une échelle de 0 à 100, plus t'es vers 100, mieux t'as une meilleure street cred sur Google. Donc ici, pareil, j'ai mis quelques screenshots de nos scores sur SEMrush, qui sort avec les différents domaines qui nous référencent. On a quand même une hausse, je sais pas d'où elle sort ici, donc c'est plutôt cool. Ici, après, on voit une chute au niveau des backlinks. Bon, bref, faut analyser tout ça en détail, car on a des backlinks, je sais pas d'où ils sortent non plus. Et derrière aussi, Google prend en compte niveau de ton contenu, la sortie, je sais pas comment on appelle ça, les critères EEAT, donc il va juger la qualité de ton contenu en fait qui est présente sur ton site web ou le SEO global, même des gens qui parlent de toi. Donc ce que ça veut dire, c'est expérience, bon, sans l'accent, expertise, authoritativeness, trustworthiness, bon, mon anglais est dégueulasse, mais en français c'est expérience, autorité et confiance en gros. Donc, niveau de l'expertise, ici, comme on l'a dit avant, c'est toujours le contenu qui prime, avoir un contenu précis qui répond à l'intention de recherche, mais aussi qui est produit par un auteur qualifié et reconnu. Donc, soit ton entreprise, que ce soit toi à titre personnel, que en fait tu montres en fait les compétences dans ton domaine. Pour nous au niveau de l'agence Webflow, ce serait qu'on ait produit beaucoup de sites sous Webflow, qu'on ait des rewards, donc des récompenses certifiées par Webflow. Exemple, là on l'a eu justement qu'on est certifié Webflow Partner ou Framer Partner. Donc ça augmente un peu ta crédibilité et la confiance de Google envers ton expertise sur ce domaine. Niveau de l'autorité, bon, tu as une bonne réputation de l'auteur du site aussi, c'est ce que je viens de dire, les compétences et niveau de ton XP. Des backlinks de qualité avec des sites fiables du même secteur, nous ce serait des comparatifs d'agences par exemple digitales, choses comme ça, ou Webflow et Framer, et ça tombe bien, on a eu le backlink de Webflow qu'on est passé partenaire il y a peu, et celui de Framer. Eux tu vois que Webflow ils ont un très bon nom de domaine à 67, donc ça rajoute de la très bonne force SEO pour nous, et de la crédibilité auprès de Google. Et aussi d'avoir des infos claires à propos de qui tu es, ton entreprise, donc souvent dans une page à propos de ton entreprise, où tu vas décrire un peu ton histoire, ton expérience, ta vision et ton expertise, pourquoi en fait tu es le meilleur ici dans ce domaine-là, en fait, pour montrer le meilleur contenu, et ta partie contact. Et enfin, la fiabilité de ton contenu. Si tu es une entreprise à but commercial, ça va être via tes avis clients, mais vérifiable. Attention, c'est important, car tout le monde peut mettre des avis clients en fait faux, personne ne peut vérifier. Par contre, si tu le mets via des outils tierces, type Google My Business, Trustpilot ou autre, généralement c'est plus dur à craquer. Donc Google prend plus en compte ces avis-là, car c'est souvent des avis vérifiés, et, des vrais avis, quoi, tout simplement. Donc nous, on a connecté Google My Business. Et après, niveau fiabilité aussi, c'est mettre du contenu régulièrement à jour. Souvent, ça se fait via du blog ou même sur tes pages. Repasser le contenu, ça aide. Google aime bien ça, de mettre à jour du contenu. Parfois, ça peut être du contenu qui est un peu outdated, donc de le mettre à jour, c'est important. Et enfin, que tu aies de la bonne data, donc pas d'erreur de faute d'orthographe, et un site sécurisé HTTPS, maintenant Webflow, WordPress, etc., le fournissent automatiquement. Donc nous, ce qui pourrait être intéressant ici, c'est vraiment en partant de cette analyse. Après, on ira beaucoup plus loin qu'on fera la stratégie. Ce serait de se référencer chez des autres experts du domaine, et des répertoires d'agences, par exemple, le tout sans pensée rapide, faire du guest blogging, donc aller faire de l'échange d'articles sur des sites à thématique de notre secteur, par exemple. Niveau après de l'analyse de la structure du site, donc ici c'est vraiment le plan du site, ce qu'on appelle plus ou moins le sitemap, ici je vous l'ai mis ici. Le sitemap de notre site, c'est la structure globale de ton site. Moi, je prends souvent l'exemple d'un site web, c'est comme un arbre, t'as un tronc commun, ta page d'accueil, et après, tu as plein de branches qui vont se rediriger et faire des sous-petites branches. D'avoir l'arbre le plus feuilly, c'est le mieux. C'est le mieux, forcément, si tu as beaucoup de contenu. Mais que les branches s'entremêlent pas, surtout. Donc, la structure du site, nous, c'est une page d'accueil. On a un répertoire avec nos réalisations, donc nos réalisations clients, et on a 2 pages transactionnelles en plus de la home page au niveau du sprint sur la partie landing page et la partie migration depuis WordPress par exemple. Et enfin la page à propos sur nous et la page contact pour prendre rendez-vous avec nous. Ici au niveau de la structure du site. On est en français uniquement pour le moment, on a un balisage de titre qui est correct, qui est fonctionnel chez nous. D'ailleurs pour tester le balisage de tes titres, tu peux utiliser l'outil de Victor, ici je le mettrai en description qui est gratuit, où tu peux tester ta structure de titre, donc c'est tout en fait ton H1, H2, H3, H4, donc c'est ta structure de site, l'importance de la hiérarchisation de tes titres sur ton site. On y reviendra plus tard lorsqu'on fera du contenu,
mais en gros, faut juste pas que tu aies du H1, H3, H2, etc. Faut que ce soit logique. Donc, un seul H1, après c'est DH2, DH2, et si tu veux faire des sous-parties, H2, H3. Un peu comme quand tu faisais ta dissertation en français, un grand A, avec petit a, petit b, petit c, avant le grand 2, forcément. Donc voilà. Là-dessus, tu peux vérifie chaque page, histoire que ce soit bien. Aussi, tu peux ajouter des données structurées, donc c'est de l'information, un peu des petits bouts de code que tu mets sur des pages ou ton site, avec des informations supplémentaires sur le contenu de ta page justement pour Google, ce qui l'interprète très, très rapidement. Ça se met sur des informations sur ton organisation, sur des articles de blog, des pages auteurs, des pages avis ou des pages FAQ. Nous, on n'avait pas encore mis avis, donc c'est quelque chose qu'on va rajouter. J'ai noté ici. Données structurées à compléter. Bien sûr, on va faire aussi une partie blog pour avoir des contenus informationnels qui vont rediriger vers des contenus transactionnels et pourquoi pas des positions locales, car on a vu qu'agence Webflow à Lyon, ça pouvait être intéressant. Donc voilà pour cette partie structure de site. La partie maillage interne, donc ça reprend un peu ce que je disais avec l'arbre. Ici, c'est qu'on ait beaucoup de liens internes, donc des liaisons entre les branches, mais que ça s'entremêle pas trop non plus. Bah, ça s'entremêle un peu, mais pas trop. Et ici, il faut en avoir quand même un peu en fait, un peu plus de liants en fait au sein de notre arbre entre guillemets. Donc là-dessus, ce qu'on appelle avec le créer un cocon sémantique. Donc plein de mots-clés qui vont être liés entre eux dans un même domaine pour montrer à Google que tu sais de quoi tu parles. Cocon sémantique, après je repréciserai bien plus tard, là c'est vraiment en très vague, tu peux déjà chercher sur Google sur ce que c'est. Donc pour analyser si toi tu as un bon maillage interne sur ton site, tu peux utiliser l'outil TOT. Pareil, j'ai mis le lien ici, où tu utilises d'abord Screaming Frog, donc un outil d'analyse technique, plus souvent sur Webflow, où tu mets ton site, ça te sort plein de choses au niveau de tes pages, si tu as des erreurs 404, au niveau de tes titres, métadescriptions qu'on va voir après, et tu peux exporter ces pages pour le mettre dans ce fichier-là. Dans ce fichier-là, lui il va t'analyser si tu as beaucoup de liens internes, est-ce que c'est bien, pas bien, ce que tu es en train de faire plus ou moins. Donc nous, on voit qu'on manque de liens, on manque de liens internes ici sur notre site global, très peu d'encre, voilà. Pas mal de choses à améliorer là-dessus, donc on le fera. Il y a cocon sémantique à définir, on le verra lors de la stratégie, ça va un peu plus long, c'est un peu plus avancé. Et enfin, le dernier élément sur l'analyse de l'existence sur notre site, c'est l'analyse technique. Donc comme je l'ai dit avant, c'est vraiment tout ce qui est lié aux performances sur Google principalement, mais les autres moteurs de recherche aussi. Et pour tester ça, tu peux utiliser Google PageSpeed ou aussi GTmetrix que j'ai pas mis ici, pour voir si ton site est sain, entre guillemets, sur cette partie-là. Google, lui, va analyser plusieurs éléments sur tes deux devices, donc bureau et mobile, desktop et mobile, même s'il prend de plus en plus en compte la partie mobile. Donc tes performances plus ou moins de comment on charge rapidement ton site. Après, je te laisserai aller voir les Core Web Vitals en détail, bien sûr. Niveau de l'accessibilité de ton site, est-ce qu'il est accessible pour tout le monde? Est-ce que tu as des bonnes contrastes de couleurs, des boutons accessibles, etc., etc. Et tes bonnes pratiques de développement, est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce que aussi les éléments basiques, on va dire, du SEO sont respectés aussi? Donc nous, sur Frame, on n'a aucun souci. Tu testes toutes tes pages aussi ici, pareil. Sur Frame, on n'a aucun souci sur bureau et mobile. Généralement, sur mobile, c'est plus dur d'être dans le vert au niveau des performances. Un score de 60, ça suffit amplement sur mobile. Voilà. Et ici, après, sur desktop, être dans le vert, c'est assez simple. Donc autant être dans le vert. Sinon, pareil, 75, ça suffit. À partir de là, ça suffit. Pas besoin de suroptimiser, mais être dans le rouge, là-dessus, c'est mauvais par contre, à optimiser. Est-ce que ton site est responsive mobile? Donc est-ce qu'il s'affiche bien sur tous les types d'écrans, desktop, tablette et mobile? Est-ce que tu as déjà un robot TXT mis en place? Donc c'est un robot qui va dire un peu à Google, ok, est-ce que tu peux visiter tout le site? Est-ce que tu as certaines pages que tu peux pas visiter, etc. Il y a des règles après plus avancées, je te laisserai regarder. Est-ce que tu as un sitemap et est-ce qu'il est soumis à Google? Est-ce que tu l'as envoyé à la Google Search Console? Donc le plan de ton site que je disais avant, donc la structure de ton site. Est-ce que tu disposes ou pas de pages orphelines? Ça Google n'aime pas trop. En tout cas, si tu veux les positionner niveau SEO, les pages orphelines, c'est des pages qui sont pas trouvables en naviguant sur ton site, par exemple depuis la page d'accueil ou d'autres pages, que tu n'arrives pas à les trouver, hormis si tu tapes le lien exact dans le moteur de recherche. Donc ça, Google, il aime pas trop si tu souhaites les positionner niveau SEO. Si c'est des landing pages à but de publication de Google, d'Ads ou autre comme ça, ou des campagnes spécifiques de prospection, pas de souci. Les structures sémantiques sont correctes, donc balisage des titres avec l'outil de Victor par exemple, des meta-titles, méta-descriptions bien, si je prends l'exemple de PayFit, c'est quoi un meta-title? C'est le titre qui va apparaître ici, et la méta-description, c'est la petite description qui va apparaître ici sur le moteur de recherche. Donc ici, est-ce que tu les as mis en place? Est-ce que tu as par exemple ton mot-clé ou des éléments qui sont liés forcément à l'intention de recherche qui ressortent sur ces éléments? Est-ce que tu as des images aussi qui sont légères? Souvent, c'est la chose qui arrive souvent sur les sites, on a des images bien trop lourdes, et bah ça agit sur les performances forcément. Donc là-dessus, ce que tu peux faire, c'est de transformer les images souvent en type PNG, JPG, en format WebP ou AVIF,
et tu peux analyser en fait un site existant, pareil sur Screaming Frog. Tu peux aller dans Images, ici tu vois toutes les tailles des images, tu peux les exporter et les mettre dans un fichier Excel par exemple. Et ici tu analyses et tu te définis un scorecard. Ici c'est vert, nous quand c'est en dessous de 200, c'est vert, c'est très bien. Quand c'est jaune, ça va aussi. Mais voilà, évitez d'avoir des trucs un mégabyte pardon, qui est super lourd à charger et qui va ralentir les performances de ton site. Aussi éviter si tu as duplication de contenu, donc ça tu peux checker avec SiteLiner où tu mets l'URL de ton site, après il va le crawler, l'analyser. Nous on voit que sur Frame on n'en a pas beaucoup, on a quand même 19%, c'est assez élevé mais en fait c'est lié à nos testimonials où c'est les mêmes sur chaque page, donc ça compte en contenu dupliqué. Ça on pourrait, maintenant qu'on en a beaucoup, on pourrait en mettre des uniques sur chaque page, ça on pourrait le faire en petite optimisation. Et enfin, est-ce que tu as des pages 404? Pareil, tu checks sur Screaming Frog ici, est-ce que tes pages sont toutes correctes, elles sont un code 200, elles sont OK, et que t'es pas de pages en fait qui sont plus accessibles car Google il aime pas s'il y a des 404. Si tu en as une, tu fais une redirection 301, donc ta page 404, tu la rediriges vers une autre page qui est liée au contenu. Exemple, nous, si on avait une page FrameUX landing page et que maintenant elle s'appelle Sprint Landing Page, bah, au lieu qu'on arrive sur une 404, rediriger cette page vers Sprint Landing Page. Voilà pour l'exemple de la partie technique. Donc technique, nous on est bien, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc voici vraiment pour l'analyse globale de l'existence sur ton site web. Donc ce qu'on aurait à faire en petites actions à partir de cette réflexion-là, après on ira plus loin, ce serait on-site d'optimiser nos pages transactionnelles, se positionner sur des mots-clés transactionnels informationnels, ça fera partie de la stratégie, revoir nos données structurées, donc avis, FAQ, créer un blog et du contenu informationnel, définir toutes ces lignes éditoriales, et bien sûr créer un cocon sémantique, ça que je décrirai plus tardivement dans les autres vidéos. Niveau off-site, qu'on soit référencé chez d'autres experts de domaine, répertoire d'agences, et qu'on fasse du guest blogging, échange de liens, et technique RAS. Ici, c'est la première réflexion qu'on a tirée en analysant cette première partie. Après, on va aller plus loin, justement, car l'analyse de l'existant n'est pas finie. Ce qu'on pourrait faire, en fait, ce serait analyser la concurrence. Pourquoi? Pour s'inspirer des stratégies qui fonctionnent, en fait, voir quel type de mots-clés fonctionnent, sur quels mots-clés on pourrait se positionner, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, et aussi voir quel type de contenu et de stratégie fonctionne au global, pour pouvoir s'inspirer et mixer le tout, voir si c'est aussi pertinent selon nous, notre force de frappe, et eux, leur force de frappe. Donc voilà. Donc prochaine étape, sur la prochaine vidéo, ça va être vraiment focus sur l'analyse de concurrence. On va en analyser 5-6 pour FrameUX, et ici peut-être que j'en détaillerai une avec le détail, que ça tu pourras le reproduire pour toi aussi. Ça prend du temps, et après ici on aura vraiment toutes les analyses, on va dire, de l'existant de notre site, et aussi des concurrents, et après on va pouvoir commencer à travailler justement l'étude de mots-clés en mêlant un peu toutes ces données, et commencer à créer l'étude de mots-clés et créer la stratégie. Donc voilà pour les étapes. Vidéo un peu dense, encore très théorique, mais on avance avec la prochaine étape, et après la stratégie se lancera, et quand elle se lancera, après je ferai des updates, je pense, plus mensuels, pour voir bien sûr les résultats, ce qu'on a fait, ce qu'on a mal fait, parce qu'il faut pas oublier qu'on est débutant, même si on se forme ici, on est encore débutant, beaucoup de choses à apprendre, et voir en fait si ce qu'on va mettre en place va fonctionner tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose où on verra si ça marche ou pas. C'est possible que ça marche pas, mais ça a quand même de fortes chances que ça marche si on applique bien les propos. Donc écoute, si t'es dans le même bateau, que tu veux aussi tester ça de ton côté, cette vidéo elle sort là, analyse de la concurrence, je la sors la semaine prochaine, plus que c'est très lié. Ça te laisse une semaine pour appliquer ce que je viens de te montrer un peu plus en détail, bien sûr, faire tes recherches à côté, pour analyser l'existant sur ton site, et après on avance la semaine prochaine avec l'analyse de la concurrence avant de définir notre stratégie et notre plan éditorial et autres de SEO. Donc voilà, écoute, si cette mini-aventure te plaît et que tu veux en savoir plus, et si tu as des conseils aussi à m'apporter, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Sinon, si tu kiffes, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos car elles vont en avoir plus souvent sur cette verticale précise. Et sinon, écoute, moi je te souhaite une excellente journée ou soirée, je sais pas quand tu regardes. Prends soin de toi, grosse force, c'était Nathan, ciao.